Nouveau numéro de votre émission dans la nouvelle année 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous rester toujours fidèles à ce rendez-vous d'information aussi, d'éducation. Nous y sommes encore en 2019. En tout cas, bonne et heureuse année à tout et chacun de vous. Vous avez eu le temps de nous suivre durant toute l'année 2018. Merci beaucoup. Cette année encore, nous ferons le chemin ensemble. Les sujets d'intérêt général sont donc nos credos dans cette émission. La politique, éducation, société, et voilà l'intérêt de cette émission est grand carrefour. Essentiellement, aujourd'hui, nous plancherons sur la 6e législature de la 4e République. L'Assemblée, la nouvelle Assemblée nationale, quoi qu'on dise, est en place, et bien, officiellement ouverte depuis hier. Nous parlerons des marges de manœuvre qu'a cette Assemblée dans les prises des décisions dans l'intérêt supérieur du pays. Et bien pour en parler, nous avons à ce plateau M. Spero Maoli, président du CACIT. M. Spero, bonsoir et merci d'être encore à ce plateau avec nous en cette nouvelle année 2019. Bonsoir Dieudonné, bonsoir aux téléspectateurs de Delta Santé. C'est toujours pour nous une joie de venir partager avec vous les informations, les formations et tous les éléments qui peuvent concourir à la société togolaise. Nous avons également M. Pascal Agbové, le directeur exécutif de l'OIJD, bien sûr. Voilà, l'OIJD. M. Agbové, bonjour et merci d'être encore à ce plateau avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour et bonne année à tous nos téléspectateurs. C'est cela. Alors, M. Spero, je le disais tantôt, quoi qu'on dise, aujourd'hui, le Togo a une nouvelle assemblée. Eh bien, une assemblée qui voit l'absence d'une partie de l'opposition d'entrée de jeu. Comment trouvez-vous, en tant que société civile, ou alors une partie de la société civile togolaise, l'absence, ou alors le boycott absolu de la C14 à cette législative qui a donné aujourd'hui une nouvelle configuration? Quelle analyse en faites-vous? Je pense que c'est un très grand regret, parce qu'un parti politique décide de ne pas aller à l'Assemblée, ça en soi, ça ne me pose pas de problème. Mais que tout un lot de partis politiques, tout un regroupement décide de ne pas y aller, et qu'on sait que dans ces 14-là, il y a de grosses pointures, comme on les appelle, des partis qui mobilisent suffisamment de personnes, et que ces personnes-là décident de ne pas aller à l'Assemblée, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le pays. C'est aussi une stratégie de lutte, non, selon eux? Oui, bon, je ne me mets pas à la place de ceux qui ne sont pas allés pour dire si c'est une bonne chose ou pas. Mais je dis en tant que résultat, ce n'est pas une bonne chose pour le Togo, parce que c'est des représentants d'une grande frange de la population togolaise qui ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée. Et donc du coup, la représentativité par rapport à ces partis politiques-là va manquer, et c'est pour ça que je déplore la chose. Maintenant, si on se place du côté de la C14, je pense que quand on fait un choix, il faut l'assumer. Et ils assument probablement le fait de ne pas y être. Et donc, je ne veux pas faire un jugement de valeur là-dessus à l'heure actuelle, mais me placer tout simplement pour dire que malheureusement, cette absence ou ce boycott-là nous fait voir clairement ce que nous craignions avant, en disant que l'élection ne serait pas la solution à la crise sociopolitique du Togo, et qu'on ferait mieux de laisser les élections et de régler la crise profonde. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ça a été marqué par l'absentéisme d'une partie, et la crise. Je rappelle que vous avez été de ceux qui avaient appelé à la veille de ce scrutin à un report, bien évidemment. Oui, nous l'avons fait à plusieurs reprises, parce que, nous disons que ça ne résout pas la crise politique. 2, ça ne correspond pas à ce que les recommandations de la CEDEAO avaient demandé, puisqu'on avait dit des élections inclusives et consensuelles. Donc, on ne semblait pas voir cet aspect-là. Et 3, le fait pour cette grande partie de la classe politique de ne pas y aller constitue pour nous un élément d'insuffisance. Et c'est pour ça que nous avons appelé à un report des élections. Malheureusement, notre voix n'a pas été entendue. Les élections se sont passées, la légalité est respectée. Maintenant, on a tout lieu de faire un débat sur la légitimité ou pas, mais ça, c'est peut-être un autre cas dans lequel on pourrait en parler.
Monsieur Spero, merci. Nous allons marquer une petite pause avec ce résumé sur l'ouverture officielle de l'Assemblée nationale qui a eu lieu hier, présidée bien sûr par le doyen d'âge André Johnson. Avant de revenir à vous, Monsieur Agbové, la régie technique nous accompagne bien sûr. Le projet d'ordre du jour est donc adapté. Les élus de la nation ont fait leur rentrée parlementaire ce mardi 8 janvier au Togo. 90 députés sur 91 élus le 20 décembre dernier ont officiellement pris part à la session plénière de la 6e législature de la 4e République. Pour la circonstance, le doyen d'âge et ex-ministre de l'Environnement, André Johnson, qui a présidé la séance aux côtés des 2 plus jeunes députés, a convié ses pairs à privilégier l'amour de la patrie. J'en appelle à un sursaut national pour que cette législature marque à jamais l'histoire de notre nation. L'amour de la patrie et les valeurs nationales doivent guider nos échanges. Il y a pour nous nécessité de transcender l'esprit partisan pour nous inscrire définitivement et résolument dans une dynamique républicaine. Un appel favorablement reçu par les nouveaux députés. Il y règne un climat de sérénité et de convivialité et cela prédispose à un travail fécond dans l'intérêt de toute la population et non spécifiquement des partis en présence à l'Assemblée nationale. Donc je crois que le climat est très bon enfant et j'espère que ça sera ainsi pendant les 5 ans pour qu'on puisse sortir des lois dans l'intérêt de la population. C'est avec beaucoup d'humilité et de responsabilité que nous faisons cette première entrée à l'Assemblée. Mais nous mesurons aussi la tâche qui nous reste. Parce que vous savez que notre pays est sorti d'une crise importante et il revient à cette Assemblée de recoller les morceaux et de montrer en réalité que les députés doivent être au service du pays. Nous voulons poser des actes allant dans le sens de la réconciliation afin que tous les Togolais puissent se sentir chez eux et que nous puissions rapidement voter des lois qui vont dans le sens de la réforme constitutionnelle et faire en sorte que les lois que nous allons voter puissent aller dans le sens du bien-être de la population. Parmi ces députés, un habitué du Parlement, l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Agbeome Kodjo, qui retrouve le Parlement après l'avoir quitté en 2000. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve l'hémicycle pour l'avoir quitté depuis l'an 2000. Je pense qu'on est à notre début et vous savez que le Togo traverse une crise. L'Assemblée nationale, quel que soit le jugement qu'on peut formuler sur elle, doit être assez vigilante, prudente, transpartisane et aller directement dans le sens de l'intérêt national. Et je pense que le discours du doyen d'âge est un signe assez fort que nous travaillons ensemble pour améliorer la situation et répondre aux aspirations du peuple togolais. Après 3 tentatives, le président du mouvement des Républicains centristes, MRC, Abbas Kabwa, élu de Dany, se dit heureux de siéger à ce Parlement. C'est Dieu qui m'a réhabilité, je reviens de loin. On va aller très vite, on va faire les réformes en suspens, parce que nous avons hérité de ce dossier-là. Cette 6e session parlementaire a également vu la participation d'observateurs issus du Parlement africain de la société civile. Nous sommes satisfaits, premièrement parce que les élections sont déroulées dans de bonnes conditions. Et donc nous estimons que le Togo est en train de résolument aller vers une démocratie apaisée mais appréciée. Les travaux sont donc lancés pour ces députés ce mardi. Ils siégeront encore ce jeudi 10 janvier en session plénière pour discuter et élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée. Les prochaines rencontres devront également permettre d'élire le président de l'Assemblée, son bureau et former les commissions. C'est alors parti pour un mandat de 5 ans pour ces députés dont l'élection a été confirmée fin décembre 2018 par la Cour constitutionnelle. Voilà, merci. Alors, Monsieur Agbové, avant de revenir sur les différentes interventions dans cet élément, vous, comment appréciez-vous aujourd'hui le résultat des législatives du 20 décembre dernier qui a donné aujourd'hui l'image que nous voyons de l'Assemblée nationale? Bon, mais vous savez, nous, acteurs de la société civile, nous suivons de près le débat politique. Nous ne prenons pas part aux activités politiques. On aurait souhaité, comme l'a dit mon prédécesseur Spiro, on aurait souhaité que la C14 aussi participe à ces élections. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, les députés sont élus
ils ont commencé leur séance plénière. Donc nous attendons de voir. L'essentiel pour nous, c'est de prendre en compte les aspirations profondes de la population. Puisque, quoi qu'on dise, nous sommes des organisations civiles, nous accompagnons les efforts de développement. Et donc, il est important quand même que ces élus du peuple qui sont censés voter des lois devant organiser la cité dans laquelle nous évoluons, puissent quand même être attentifs à la population pour que des décisions qui seront prises là-bas soient dans l'intérêt supérieur de nos populations. Voilà ce que nous pouvons attendre de ces nouveaux députés. Voilà, M. Bové, le 20 décembre dernier, tout le monde, ou alors la plupart des Togolais avaient cru que le monde, ou alors le soleil allait s'arrêter sur le Togo. Et le cataclysme allait se produire où l'élection n'aurait pas lieu. Mais tout compte fait, l'élection a eu lieu. La C14 n'a pas pris part aux Jeux aujourd'hui. Et quelle analyse en faites-vous? Non, je crois que je ne sais pas si vous avez fait la même observation que moi. Je pense que tout le monde était dans l'attente qu'on puisse reporter les élections. Oui. Je crois que c'est ça aussi qui a beaucoup joué. La C14 comptait beaucoup plus sur la CEDEAO peut-être pour un report éventuel. Donc, tout le monde pensait, même jusqu'à 72 heures avant les élections, les gens pensaient qu'on allait toujours reporter les élections. 24 heures avant l'élection. 24 heures, voilà. Donc, c'était ça ce qu'il faut noter. Donc, on se dit, est-ce que la C14 avait voulu vraiment décider de boycotter les élections? Je crois qu'il faut faire la différence. Quand vous lisez bien les choses, la C14 n'avait pas décidé de boycotter les élections, en lisant bien les choses. Je crois que aujourd'hui même, ça devait être une décision peut-être pour la C14. Parce que quoi? La C14 voudrait prendre part à ces élections, mais disait qu'il fallait quand même que les préalables soient réglés. Et, puisque la crise est née suite aux revendications relatives aux réformes constitutionnelles et institutionnelles à opérer, et électorales à opérer avant toute élection éventuelle. Donc, la C14 pensait que la facilitation de la CEDEAO allait conduire les deux protagonistes, c'est-à-dire que le pouvoir et la C14 à opérer, en fait, à aller vers les réformes d'abord, avant de penser aux élections. Donc, dans ce cas-là, la C14, je me dis, moi je ne suis pas dans leur tête, mais je me dis qu'aujourd'hui, ça devait être une surprise pour la C14, une surprise ou bien une déception. Je ne pense pas que fondamentalement, la participation aux élections en réalité était un souci pour la C14. Mais c'est les conditions dans lesquelles. Donc nous disons que les acteurs politiques ont tout leur jeu pour pouvoir accéder au pouvoir. Nous, on n'est pas là pour juger. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que le débat démocratique puisse avoir lieu à l'hémicycle pour que les tests qui seront pris dans l'intérêt de nos populations puissent nous permettre de travailler de manière correcte. Nous, c'est ça. Nous n'avons pas de jugement apporté aux décisions de nos dirigeants, mais nous regardons. Si les décisions ne sont pas en accord avec les réalités de terrain, nous pouvons faire notre plaidoyer. Donc nous attendons de voir. Mais naturellement, comme l'a dit Spero, il y a des grands partis qui ont des grands militants. Je pense que nous devons veiller à la stabilité quand même du pays. Quoi qu'on dise, nous ne sommes pas dans la tête des partis politiques, mais il faut quand même faire en sorte que les tensions ou bien les revendications relatives aux réformes soient prises au sérieux par les nouveaux députés pour que nous puissions quand même vers un climat, enfin nous puissions créer un climat d'apaisement nécessaire au développement de notre pays. Il y a lieu aussi de dire que la C14 a beaucoup plus compté sur la médiation de la CEDEAO et en être déçu, comment dirais-je, à la dernière minute. Oui, mais ça, je crois que c'est ce que je disais, qu'en réalité, la CEDEAO aujourd'hui, la C14 est déçue, peut-être, est surprise. Je sais, parce que la C14, vous avez vu que même ils ont fait un déplacement avant dernière semaine, ils étaient à Accra, oui. Bon, chez le chef de l'État ghanéen, je ne sais pas ce qu'il leur avait dit, mais c'est que la C14 voudrait bien prendre part aux élections, mais estimait que les conditions n'étaient pas réunies pour prendre part pour partir à ces élections-là. Donc, la C14 était dans la dynamique de négociation avant les élections. Donc, ces négociations n'ont pas abouti. Maintenant, je ne sais pas si, fondamentalement, la CEDEAO a réussi sa mission. Bon, là, c'est Est-ce que la C14 n'était pas très avertie de la stratégie du régime en place pour encore compter sur les points de la dernière minute et revenir sur ces préalables? Oui, je me dis fondamentalement, il y avait la C14 était surprise. Mais c'est un jeu politique. Nous, vous savez, nous, on n'est pas acteurs politiques, mais on suit un peu ce que les politiques font. Donc, la C14 devait savoir que
quoi qu'on dise, même si on devait faire les réformes devraient être opérées au niveau du Parlement. Donc, faire en sorte que leur participation soit effective. Maintenant, il y avait aussi cette crainte que les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Si on participait même aux élections législatives, on n'aurait pas obtenu un bon score pour pouvoir peut-être empêcher ou bien pour pouvoir contribuer ou bien pour poser la base de réforme. Donc, la C14 était devant un dilemme, je ne sais pas, mais disons que ça c'est un jeu politique. Maintenant, il faut tirer le son de ce qui s'est passé. Maintenant, nous avons un Parlement qui est là, qui a commencé son boulot. Est-ce que ce Parlement va travailler conformément au point de revendication de la C14 ou bien certaines réformes seront faites selon l'appréciation qui sera faite de ces revendications par les nouveaux élus. Donc, est-ce que dans ce cas-là, on met de côté les leaders politiques de la C14 ou bien, je crois que dans quel sera le cadre maintenant de discussion entre le pouvoir et la C14? Beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs. Donc nous, on attend de voir comment les choses vont se faire. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait stabilité politique pour que nous puissions travailler. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dit, les pays avancent, nous traînons encore avec nos petits problèmes politiques. Il faudrait que nos leaders politiques comprennent que nous avons intérêt à avancer, sinon nous serons toujours en retard. Merci M. Bouvet. Alors je rappelle à nos chers téléspectateurs que les contacts qui sont là sur votre petit écran sont pour vous des moyens d'accès à cette émission. Vous savez si bien le faire. Envoyez vos petits textos, pas d'appel bien sûr, vos petits textos WhatsApp ou alors des textos ordinaires. Nous aurons le temps peut-être de les lire ici. Alors votre vue, votre analyse sur la nouvelle Assemblée nationale togolaise. Alors, cette assemblée a-t-elle vraiment la grande chance d'atteindre les objectifs, alors la vision du développement du peuple togolais? Vous aurez aussi le temps d'intervenir là-dessus. Monsieur Spero, eh bien, voilà la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Unie, totalise 50 titres et sur les 91 avec les alliances qui vont se nouer par après. Selon vous, aujourd'hui, est-ce l'Assemblée qui devra répondre à la résolution de la crise togolaise souhaité aujourd'hui? Assurément non. Assurément non. Je pense qu'il faut peut-être sérier les choses. Alors, à la question de savoir si cette assemblée-là a la possibilité de faire une partie de ce qui peut aider à avancer, c'est une possibilité. Surtout que pendant longtemps, les partisans du pouvoir, donc les partisans de UNIR, ont dit qu'ils avaient eu envie de faire les réformes et que c'est parce que l'opposition parlementaire ne permettait pas qu'il n'y ait pas eu de réforme. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont un grand boulevard qui leur permet d'opérer toutes les réformes. C'est l'opposition qui était le blocage. Hein, oui, ça a été dit comme ça par plusieurs parlementaires de UNIR qui disent qu'ils ont proposé des tests et que ça devait marcher. Sauf que les gens de l'opposition étaient trop radicaux et que ça a empêché de pouvoir voter ces textes des réformes constitutionnelles à l'époque. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Dans la mesure où UNIR a 59%, 59 sièges, et qu'il y a des indépendants qui sont pour une partie pro-UNIR. Et donc ce qui fait qu'on peut obtenir facilement les 4/5e pour pouvoir faire les réformes que le peuple attend. Maintenant, est-ce que UNIR a dans son agenda la volonté de refaire les réformes telles que la C14 l'aurait souhaité, telles qu'une partie de la population l'aurait souhaité, ou alors ça va être des réformes faites d'une autre façon, avec d'autres éléments, et qui vont encore amener à des réflexions, à des supputations, à des acceptations ou à des rejets. Donc le doute demeure, mais en tout cas, il y a une possibilité d'avancer dans ce cadre-là. Deuxième aspect de la chose, est-ce que la configuration actuelle permet à résoudre la crise par rapport à la C14, qui n'est plus une opposition parlementaire, mais qui demeure toujours une opposition? Je pense que ça va compliquer les choses. Déjà, au moment où elle était opposition parlementaire, vous avez vu même ce que les facilitateurs ont fait comme dialogue, ça ne peut pas être véritablement appelé un dialogue, puisque les gens ne se sont pas assis face à face et ont discuté de façon sereine, aboutissant à des conclusions qu'on aurait pu avoir, mais on les recevait toujours successivement. On recevait un groupe d'abord, on recevait l'autre groupe, et rarement on les recevait ensemble. Donc ce n'était pas véritablement un dialogue, et ça n'a
finalement, on se rend compte que ça n'a pas donné grand chose. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui que la C14 n'est plus parlementaire, qu'elle est devenue extra-parlementaire, est-ce que ce serait facile de nouer le dialogue avec? Je ne suis pas sûr non plus. Parce que, rappelez-vous, qu'à un moment donné, sur un certain nombre de sujets, on insistait sur le fait que ce soit l'opposition parlementaire. Et donc, heureusement, à l'époque, que l'ANC, l'ADI et autres étaient opposition parlementaire et ça permettait de couvrir les extra-parlementaires qui étaient dans le groupe. Aujourd'hui, ils sont tous extra-parlementaires. Donc, est-ce que le pouvoir va accepter d'entrer en discussion avec les extra-parlementaires? Je pense que ce serait la voie de la raison. La voie de la raison pour que ça ne devienne pas la voie de la rue. Puisque vous savez que l'opposition de la C14 utilise régulièrement l'âme ultime de la manifestation publique. Et donc, c'est les marches, c'est les conférences de presse, c'est les meetings. Donc, c'est déjà annoncé sur le 12 janvier. Et donc, je pense qu'ils vont vouloir, leur stratégie apparemment serait la même, c'est-à-dire demander à la rue de manifester les mécontentements. Est-ce que ce serait ça qui va contraindre le pouvoir à engager un dialogue? Je pense que ce ne serait pas raisonnable. N'oublions pas non plus, enfin, que lorsqu'il y a eu les recommandations de la CEDEAO, il y a un passage que je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas le contenu exact du texte, qui dit quand même que le dialogue doit se poursuivre. Et donc, en se basant rien que sur ça, et en comptant sur le fait que le chef de l'État du Togo, régulièrement, dans ses propos et dans les propos de ses collaborateurs, insiste sur le fait qu'il reste ouvert au dialogue, en comptant sur ces facteurs-là, j'espère que le dialogue va se renouer pour que la C14 laisse les manifestations de rue et que les gens puissent s'entendre sur l'essentiel. Mais honnêtement, j'avoue que ce ne serait pas, ce n'est pas évident. Et donc, il vaut mieux qu'on continue par prier Dieu. Enfin, la dernière chose, si tu me permets, c'est que tout à l'heure, j'ai aimé cette nuance de dire qu'il n'y avait pas eu un désir de boycott, mais plutôt qu'il y avait eu une volonté de report. Et je voudrais juste rappeler que pendant un certain nombre de temps, les leaders de la C14 avaient martelé qu'il n'y aurait pas, d'élection avec une conviction telle qu'ils montraient que c'est clair que ça n'allait pas se passer, mais ça s'est passé. Alors, du coup, ça m'amène à dire que, à saluer l'intervention d'un certain nombre de membres de la société civile, notamment le père Afognon, qui a dit que ce qui serait bon, ce qu'il lui appelle la résistance, c'est que les gens résistent par la prière, que les gens refusent de faire les manifestations violentes. Et je pense que, ajouter au facteur qu'il y a eu une lettre en temps qui est sortie pour dire ne sortez pas dans les rues avec les véhicules, tout ça là, et la psychose qui entourait toute cette période d'élection, tout ça là a mis ensemble, a fait que malheureusement les gens ont préféré se terrer à la maison et donc donnant finalement ce qu'on a appelé le boycott des élections. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'au lendemain des scrutins, ou alors le 21 déjà, après le 20, beaucoup sont sortis et ont clamé leur déception par rapport à la médiation de la CEDEAO. Vous, au CACIT, en tant que société civile, est-ce que vous avez été déçu également de la logique de la CEDEAO, comme certains le diraient? Bon, j'avoue que nous, on ne s'est pas attendu à un miracle. Et déjà, rappelez-vous que nous avions dit que nous n'espérons pas que la CEDEAO dirait quelque chose en dehors de ce que nous avions déjà eu à dire, nous-mêmes en tant que Togolais. Et notamment qu'il faut aller au dialogue, qu'il faut faire les réformes, qu'il faut trouver des mesures d'apaisement, etc. Donc c'est des choses que nous avions eu à dire. Mais à un moment donné, quand les feuilles de route sont sorties, nous avons clamé les insuffisances, mais nous avons dit que cependant, c'est quand même une piste pour aller à la sortie de crise. Sauf que là où nous, on a été un peu choqués, c'est qu'on n'a pas vu la CEDEAO insister fondamentalement sur les éléments qui étaient les sujets de crainte pour la société civile, notamment les réformes constitutionnelles et institutionnelles avant les élections et électorales avant les élections. Mais bon, malheureusement, la CEDEAO n'a pas fait ça. Nous avons demandé à ce que, par exemple,
on fasse la réforme de la Cour constitutionnelle pour que, éventuellement, si avec les élections, il y a des contestations, le cadre pour pouvoir régler ces contentieux électoraux soit un cadre assaini. Heureusement que, et ça c'est bizarre, ça personne ne le souligne suffisamment, on a fait l'élection, apparemment il n'y a pas eu de contestation, hein. Apparemment tout s'est bien passé, juste qu'on a décalé un siège du MPDD qu'on a retrocédé à l'UFC et ça n'a pas fait de tollé. Donc apparemment tout le monde est d'accord sur tous les participants sont d'accord sur les résultats. Donc ça c'est une bonne chose. Mais enfin, il y a quand même un goût d'inachevé pour nous. Nous pensons que la CEDEAO n'a pas apporté de solution à la crise togolaise. Et c'est ça qui est pour nous l'échec de la CEDEAO. La CEDEAO, on ne dirait même pas que c'est elle qui a préservé la paix. Parce que finalement... Est-ce que la CEDEAO avait la solution à apporter? Mais elle avait la solution puisqu'elle a donné des recommandations. Est-ce que ces recommandations ont été suivies bout à bout? Non. Monsieur Spero, le Togo est un État souverain. Oui, ça je le clame partout. Le Togo est un État souverain. Mais à partir du moment où le Togo a demandé ou a accepté la facilitation de la CEDEAO et que le Togo, rappelons que le Togo est un pays fondateur de la CEDEAO et qu'aujourd'hui le Togo, quand le président du Togo était le président de la CEDEAO, il a mené des médiations qui ont fait la joie de toute la CEDEAO. Donc dans ces mesures-là, quand la CEDEAO propose des solutions, il était opportun de respecter ces engagements-là. Mais je l'ai dit à l'époque que le Togo a la particularité d'utiliser les tests selon les calculs partisans. Quand vous prendrez quelqu'un de l'UNIR, il vous dira que tous les points de la feuille de route ont été exécutés, sauf naturellement le changement de la Cour constitutionnelle. Mais quand vous prenez quelqu'un de la C14, il vous fera l'analyse inverse. Nous pensons simplement que ce que nous avons appelé, à savoir le respect des recommandations de bonne foi et dans l'esprit des tests, ça n'a pas été fait comme cela. Et ça, nous le déplorons. Et c'est pour ça que nous disons que la CEDEAO n'a pas pu achever sa mission. On a élection aujourd'hui, mais on n'a pas réglé la crise sociopolitique au Togo. C'est cela. Monsieur Abouvé, eh bien, c'est vrai, vous n'êtes pas politique, mais vous observez quand même des décisions politiques, vous analysez les décisions politiques. Est-ce aujourd'hui, le feuilleton que nous venons de vivre, la C14, la CENI jusqu'à la CEDEAO, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui à éviter des erreurs politiques? Bon, qu'est-ce que nous qualifions d'erreurs politiques? Parce que tous les politiques ont leur manière de faire pour accéder au pouvoir, ou bien exercer le pouvoir. Maintenant, je crois que ce qui se passe actuellement, l'opposition doit tirer le son quand même de ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, l'opposition organise je crois que l'opposition, la C14 a initié des marches. Et nous allons quand même revenir là-dessus. D'accord. Si c'est encore opportun. Maintenant, c'est à nous de voir si ce sont les réformes qui construisent l'enjeu actuel. Maintenant, quel est le cadre approprié pour faire des réformes? Est-ce que les réformes se feront toujours au Parlement, par référendum? Je crois que je ne crois pas. Si on avait opté pour le référendum, on aurait pu le faire avant les réformes. C'est au Parlement. Au Parlement. Voilà, donc si les réformes seront faites au Parlement, je ne sais pas quel est ce... Je crois que les marches constituent peut-être les mesures de pression, en fait, les stratégies de pression pour que le pouvoir accepte d'opérer les réformes. Mais, comme l'a dit Spero, en écoutant le parti au pouvoir et la C14, je crois que tout le monde dit toujours que nous voulons faire des réformes. Ils ne s'entendaient pas juste sur le contenu des tests à voter. Maintenant que la C14 n'est plus là et que le pouvoir a son test, en fait, avait déjà proposé un test, maintenant il appartient aux nouveaux députés issus de l'opposition, ou bien les candidats indépendants, d'apprécier cela. Sinon, je crois que les élus du parti au pouvoir sont déjà dans la logique du vote de l'ancien test. Maintenant, comme l'a dit Spero, c'est à eux de voir maintenant si les candidats indépendants et les autres partis de l'opposition qui sont au Parlement actuellement peuvent contrecarrer ou bien peuvent empêcher
le vote de ces tests-là. Sinon, si le parti au pouvoir arrive à réunir les 4/5e, c'est que les réformes seront opérées au Parlement. Maintenant, est-ce que ces réformes seront opérées conformément aux attentes de la C14? Maintenant, si on en venait, si le Parlement actuel arrivait à voter les tests proposés par le parti au pouvoir, on se demande, est-ce que la C14 a d'autres mesures, d'autres moyens de pression pour contester, en fait, pour amener le pouvoir à changer cela? Je crois que c'est un peu ça. Nous faisons la marche, mais où est-ce qu'on va faire les réformes? Est-ce que nous avons le pouvoir d'agir, d'influencer pour qu'on fasse les réformes conformément à nos désirs ou bien conformément à nos souhaits? Je crois que c'est l'enjeu actuel. Donc, il est important que la C14 tire des leçons de ce qui s'est passé et maintenant essayer de bien mûrir sa stratégie pour que nous ne tombions plus dans les mêmes situations. Alors, je rappelle à nos chers téléspectateurs que les contacts qui sont à l'écran ne sont pas pour rappeler. Vous savez bien comment les utiliser. Hein. C'est les textos, c'est les messages que vous envoyez. Merci, je vais partager cette intervention avec vous, chers invités. Eh bien, salut, bonne émission. La C14 était donc dans un dynamisme de réforme et ont trop fait confiance, voilà. Et a trop fait confiance à la CEDEAO qui a mis encore à terre le Togo. Mais l'heure actuelle où nous sommes, quel avenir la CEDEAO nous laisse, pour l'avenir que la CEDEAO nous laisse, où la population doit prendre son destin en main. Je suis écœuré et que la CEDEAO ait proclamé haut et fort qu'il y a élection transparente alors que la feuille de route a été donc boycottée. S'il vous plaît, chers invités, dites la vérité au peuple. Nous sommes en train d'essayer de dire notre vérité au peuple. Ça, c'est l'intervention de téléspectateur, M. Spero. Oui, je crois qu'au fond, quand il dit, chers invités, dites la vérité, il n'a pas dit autre chose que ce que nous disons. Nous sommes en train de dire exactement que la CEDEAO n'a pas accompli sa mission, qui était de régler la crise sociopolitique. Et la CEDEAO, normalement, avait posé comme postulat que pour régler la crise sociopolitique, il faut continuer le dialogue, il faut faire les réformes et il faut faire les élections. Sauf qu'on a sauté les deux et on est allé aux élections. Donc, à coup sûr que la CEDEAO n'a pas réussi son pari. Maintenant, deuxième chose que je voudrais relever, c'est vrai qu'aujourd'hui, la C14 est extra-parlementaire. Mais je me souviens tout simplement, et ça c'est ce que je veux partager, qu'au moment où la crise a eu son pic au 19 août, ce n'est pas l'opposition parlementaire qui avait fait quelque chose, c'était l'opposition extra-parlementaire. Et à l'époque, elle était seule. Aujourd'hui, il y a 14. Vous parlez du PNP. Je parle du PNP. Aujourd'hui, ils sont 14 extra-parlementaires. C'est vrai que les gens nous disent qu'il n'y aura plus de 19 août au Togo. Oui. Nous le souhaitons par rapport à la violence que ça a engendré. Mais si on ne veut pas l'avoir, la façon la plus raisonnable de régler ça, c'est d'aller en négociation, c'est d'aller en dialogue. Et ça, il faut le faire. Et je pense que le gouvernement ne doit pas occulter le fait d'aller en négociation avec aussi bien les oppositions, aussi bien l'opposition parlementaire que l'opposition extra-parlementaire pour qu'on ait une voie apaisée de règlement du problème. Une situation conflictuelle n'arrangerait personne. Et donc, je pense que la balle est surtout toujours dans le camp du pouvoir qui doit accepter de discuter, qui doit accepter de faire les concessions suffisantes. Bon, maintenant, en parallèle, si elle veut continuer par faire travailler l'Assemblée, parce que l'institution doit fonctionner, moi, je ne trouve pas d'inconvénient dans la mesure où ce qui va être sorti peut aider la population togolaise. Moi, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. La population togolaise à avoir les conditions sociales décentes, à aménuiser les injustices sociales, à régler la misère ambiante qui règne au Togo et à opter pour le développement. Je laisse encore de côté, je ne vais pas oublier, pardon, la bonne gouvernance et la gouvernance opportune, la primauté du droit et autant d'éléments qu'on doit pouvoir mettre en place pour que nous ayons une démocratie, une bonne et une vraie démocratie. C'est cela. Merci. Eh bien, cette question d'un téléspectateur, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ANC avait raison de participer aux élections 2015, que K avait donc boycotté, d'où l'ANC était décriée par le peuple? En fait, la question n'est pas très précise, je rappelle. Hein, il faut des précisions dans les questions. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi j'ai compris. J'ai compris parce que quand on dit, quand par exemple certains disent que l'ANC devait
que la C14 aurait mieux fait, par exemple, d'aller aux élections. Est-ce que ce n'est pas une raison de dire que l'ANC avait bien fait d'aller aux élections à l'époque? À l'époque, l'ANC était seule. Hein. Oui, je pense que c'est des questions qu'il faudrait peut-être poser aux politiques eux-mêmes. Et c'est à eux de savoir si cette stratégie-là avait payé ou si elle n'avait pas payé, et faire en sorte que si ça n'a pas payé, que ça ne se répète plus. Mais dans tout ça, là, tout ce qui serait plus intéressant, c'est de voir si la stratégie concourt au bien-être de la population togolaise. Si vous faites une stratégie politique qui n'a pas pour seul objectif le bien-être de la population, je pense que vous faites une stratégie inutile. Monsieur Beauvais, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le bien-être de la population, de la communauté. Eh bien, vous êtes de la société civile, la configuration de l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, hein? Tous ceux-là qui font partie de l'hémicycle aujourd'hui, vous les connaissez, vous connaissez à peu près les profils. Est-ce aujourd'hui la solution qu'il faut pour le développement que vous prônez tant? Bon, oui, tel que le problème posé, nous, ce ne sont pas des têtes qui nous intéressent, c'est ce qui devait être fait qui nous intéresse, l'idéologie. Voilà. Qu'est-ce qui sera fait au Parlement? Je pense que ceux qui sont au Parlement actuel, ils devaient être, ils sont parmi la population, c'est-à-dire que ce sont nos frères, nos sœurs qui sont au Parlement actuellement. Ils connaissent les conditions de vie des citoyens. Nous qui parlons sur ce plateau, nous, ce n'est pas le pouvoir qui nous intéresse. L'essentiel est que ceux qui sont des politiques, nos frères et sœurs qui sont en politique, puissent vraiment agir dans l'intérêt supérieur de nos populations. Puisque, quoi qu'on dise, c'est eux qui sont appelés bien qui sont chargés de définir le cadre dans lequel nous devons travailler. C'est eux qui définissent les règles de vote, les tests. Surtout les députés. Parce que si on doit avoir une société bien organisée, ça doit provenir du Parlement. Parce que c'est eux qui réglementent le fonctionnement de la société à partir des tests qu'ils prennent. Donc, ils devaient être attentifs à la population. Maintenant, je crois que même si la C14 n'est pas au Parlement, il faudrait que la C14 arrive régulièrement à faire une analyse de la situation et proposer des résolutions. Et ça devait être pris en compte par les députés actuels. Je ne pense pas qu'on va mettre fin peut-être à leur fonction avant les 5 ans. Je ne sais pas. Il y a quand même des mécanismes juridiques, mais l'essentiel est que ceux qui sont au Parlement actuellement puissent travailler dans l'intérêt supérieur de la population. Maintenant, s'ils ne prennent pas en compte les préoccupations de la C14, je crois que il y aura des frustrations, puisque les militants de la C14 aussi sont assez consistants, comme l'a dit Spero. La crise du 19 août 2017 n'était pas engagée par les partis parlementaires. Ce qui fait que le parti au pouvoir, ça fait craindre, parce que ce n'est pas la constitution du Parlement qui va mettre fin, peut-être qui pourra mettre fin à la crise. Mais on doit quand même savoir qu'il y a des préoccupations profondes qui sont exprimées par une partie de la classe politique et que ces préoccupations devaient être prises en compte dans les décisions au niveau du Parlement. C'est cela. Alors, M. Spero, nous allons répondre à cette préoccupation des téléspectateurs très rapidement. Eh bien, bonsoir à vous sur le plateau. J'aime beaucoup votre émission. Merci. Nous vous aimons aussi. Heureuse année. Merci à vous également. Est-ce que la C14 ou alors l'ANC est toujours chef de file d'opposition? Non. C'est fini. Monsieur Spero, cette question, il faut répondre. Oui, elle est très simple. Le chef de file de l'opposition, c'est l'opposition parlementaire qui la présente. Donc, elle n'est plus chef de file de l'opposition. C'est très clair. Une fois encore, la CEDEAO a déçu les Togolais. Alors, chers invités, à qui faire confiance? Aux Togolais. Mais ça, je le dis depuis, aux Togolais. Maintenant, quel type de Togolais? En principe, il y a toute la classe politique qui est censée représenter nos aspirations les plus légitimes. Et maintenant, il se trouve que cette classe politique-là, elle est extrêmement divisée, elle ne s'entend sur rien de concret, et donc, assurément, le salut ne viendra pas non plus de la classe politique. Alors, le salut viendra de qui? Et ça, on le dit souvent, que c'est de la société civile. Mais quelle société civile? En tout cas, avant de continuer, hein, le téléspectateur renchérit, est-ce que la CEDEAO a encore le pouvoir de demander à ce qu'on reprenne les élections? C'est pas évident. Non, ça c'est pas possible. Autant la CEDEAO n'a pas eu les moyens d'exiger qu'on fasse le report, autant elle n'a pas les moyens de demander à ce qu'on reprenne. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité de pouvoir mettre fin à la législature. Le chef de l'État, après je crois 1 an, a la possibilité de demander la dissolution de l'Assemblée. Bon, maintenant, est-ce qu'il a intérêt à le faire? Ça, c'est un autre débat. Alors, ceux qui sont à l'Assemblée sont élus ou nommés?
car nous savons que la population n'a pas participé. Ça, c'est votre point de vue à cette élection. C'est une minorité qui a fait, mais la plupart ont donc opté pour un bulletin nul. C'est Nestor depuis Djolé. Ok, merci. Alors, M. Spero, eh bien, c'est les élus, on les appelle les députés. C'est vrai que la boutade court un peu la rue. On dit que la législature a la particularité d'avoir des députés nommés et non des députés élus. Non. Disons que malheureusement, tel que notre constitution se présente, même s'il n'y avait que 2 personnes qui sont parties voter et que les 2 ont voté pour quelqu'un, la personne a la légalité, mais la personne n'a peut-être pas la légitimité eu égard du nombre de personnes qui ont refusé d'aller voter. C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il ne se pose pas le problème de la légalité. Sur le plan légal, notre assemblée est bien composée, elle existe, elle doit fonctionner. Mais sur le plan de la légitimité, il y a une question à se poser par rapport au taux d'absentéisme, au taux de boycott et par rapport à l'idée de régler la crise politique qui est là. On peut se poser des questions sur la légitimité, mais ça, c'est un débat qui va être extraordinairement compliqué. Un débat de fond. Monsieur Agbové, cette inquiétude d'un téléspectateur que nous voudrons bien partager, que pensez-vous aujourd'hui des députés indépendants? Est-ce qu'ils peuvent s'opposer aux propositions de loi du gouvernement tant qu'ils sont appelés pour le partage du gâteau? Là, vous avez tranché. Vous avez tranché, selon vous. Mais la question est de savoir si les indépendants peuvent aujourd'hui contraindre le pouvoir à faire autre chose que ce qu'il veut. Non, mais oui, vous savez, tout député a le droit de juger et de prendre position. Maintenant, les indépendants, quel est leur nombre? Est-ce qu'ils peuvent s'opposer à une décision de pouvoir? Je crois qu'il y a des tests simples qu'on vote selon la majorité. Donc, si c'est comme ça, déjà, le parti au pouvoir a 59 députés, je crois, si je ne me trompe pas. 59 députés, ça veut dire que les tests ordinaires peuvent passer facilement. Maintenant, le problème se pose au niveau des réformes. Déjà, le parti au pouvoir, 59. Donc, le parti au pouvoir n'a pas atteint les 4/5e pour pouvoir opérer les réformes constitutionnelles au Parlement. Maintenant, est-ce que les 18 vont s'associer aux députés du parti au pouvoir? Tout dépendra de l'appréciation qui sera faite par ces indépendants. Donc, c'est là où la population, on attend de voir qu'est-ce qui sera fait. Tout est question d'alliance politique. Donc, on attend de voir. L'essentiel est que les textes soient votés conformément aux profondes aspirations du peuple pour que nous puissions quand même créer un climat d'apaisement nécessaire au développement de notre pays. C'est cela, oui, M. Spero. Oui, j'allais dire que les indépendants sont au nombre de 18. Et donc, a priori, c'est des gens qui peuvent influencer valablement les réformes constitutionnelles. Sauf que ces indépendants-là, il y en a que nous connaissons et qui sont pro-pouvoir. Et ça s'est affiché pendant longtemps, et tout le monde le sait. Et donc, je ne les vois pas fondamentalement refuser de ne pas soutenir le gouvernement dans une position de réforme constitutionnelle. Moi, je pense même qu'aujourd'hui, tel que l'Assemblée est constituée, l'Assemblée n'est plus à proprement parler un organe de contrôle, ou un organe de contrepoids au pouvoir. Puisque la majorité est tellement acquise au pouvoir qu'en réalité, tout va se décider désormais au niveau du pouvoir central, au niveau du chef de l'État, qui est le patron du parti qui est majoritaire à l'Assemblée. C'est vrai qu'également qu'on dit que quand vous êtes élu, vous avez un mandat national et que vous ne dépendez plus forcément de votre parti. Mais il y a toujours ce que nous appelons la discipline du groupe parlementaire qui fera que forcément, si vous n'arrivez pas à vous faire entendre dans votre groupe parlementaire, vous êtes obligé de suivre la discipline de votre groupe. Et donc du coup, que ce soit les indépendants, que ce soit le NET, le MPDT ou le RC, à proprement parler, sur les réformes constitutionnelles, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer fondamentalement les réformes que le parti voudrait opérer, le parti uni voudrait opérer. Bon, maintenant, il y aura probablement des gens qui vont avoir une voix dissonante au niveau de l'Assemblée, mais elle ne portera pas vraiment jusqu'à ce qu'on ne puisse pas faire les réformes telles que Uni va les souhaiter. Maintenant, si Uni veut faire les réformes constitutionnelles, est-ce que le peuple
va être d'accord avec le texte qui aurait été proposé. C'est là l'enjeu. Donc, il appartient à l'UNIL de proposer un texte qui corresponde à l'aspiration de la population togolaise pour que les choses aillent mieux. Je crois que c'est toujours la même question. Elvis qui voudrait savoir si les députés sont aujourd'hui légitimes pour opérer véritablement les réformes que le peuple togolais veut. Légitime, je ne sais pas s'ils parlent de la même légitimité dont je parlais tout à l'heure, mais ils sont légalement en droit de faire les réformes, puisque les réformes constitutionnelles sont possibles avec les 4/5 des députés à l'Assemblée. Et étant légalement élus, ils peuvent, enfin, siégeant légalement, étant des députés légaux, ils peuvent faire les réformes constitutionnelles. Malheureusement, notre temps nous talonne. Nous avons pas mal d'interventions que nous n'aurons peut-être pas le temps de lire, mais M. Abouvé, la C14 qui programme encore des manifestations sur samedi prochain, eh bien le 12. Dit-on souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les marches sur toute l'étendue du territoire. Pour quelle issue encore, selon vous? Non, comme je le disais, les marches constituent des mesures de pression. Ce sont des stratégies qui amènent l'opposition à obtenir gain de cause. Voilà, c'est que l'opposition utilise cette stratégie-là pour contraindre le pouvoir à accepter certaines propositions. Est-ce que cette stratégie n'a pas déjà montré ses limites? Voilà, parce que depuis 19 août 2017, la crise a commencé. 18 mois de manifestation. 18 mois de manifestation. Maintenant, c'est de voir. Parce que, entre-temps, les gens espéraient qu'avec ces manifestations, le pouvoir allait accepter. Et malgré tout, cela n'a pas été respecté, ou bien cela n'a pas été accepté. Maintenant, continuer les manifestations, ils sont en politique. Vous savez, nous ne sommes pas des acteurs politiques, donc on ne peut pas mieux apprécier certains actes posés par les politiques. Néanmoins, nous essayons de voir on peut tirer le son de ce qui s'est passé et de voir ce qui est en vue, quelle sera la finalité. Quoi qu'on dise, même si le pouvoir aujourd'hui a la possibilité de faire des réformes telles que la C14 le souhaitait. Si le pouvoir ramène aujourd'hui le texte proposé par les Sénégalais au Parlement pour être voté, le pouvoir a la possibilité aujourd'hui de faire tout normalement. Maintenant, quelle sera encore la revendication de la C14? Le pouvoir peut le faire, parce que vous n'êtes pas au Parlement, mais ce que vous réclamez maintenant, les nouveaux venus, on a discuté, ok, on s'est entendu. Donc, ce sont des jeux politiques. C'est pour dire que, quelque part, si nous utilisons les stratégies de pression, nous mettons en œuvre les stratégies de pression, il faut aussi être toujours présent dans les instances de prise de décision. Mais comme le disons, le cas du Togo, c'est que l'opposition estime que même si on est présent à l'Assemblée, on ne peut pas constituer la majorité pour pouvoir faire les réformes. Donc, il faut toujours un consensus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire attention parce que le nouveau Parlement aura un grand rôle à jouer pour les élections 2020. Parce que même si l'opposition venait à prendre le pouvoir en 2020 et qu'elle n'a pas la majorité au niveau du Parlement, peut-être le président, selon le dispositif constitutionnel, peut dissoudre l'Assemblée. Mais le plus important, c'est de savoir que si le pouvoir a tous les moyens aujourd'hui, et ce qui va se passer, moi, vous savez que nous luttons toujours pour la décentralisation. Les locales. Le pouvoir aujourd'hui peut lancer encore le processus d'organisation des élections locales et va changer encore le paysage politique. Et qu'ils vont encore changer le débat. Donc, il faudrait que l'opposition soit vraiment... Alors, dans cette logique, cette question en même temps, est-ce que la C14 peut maintenant prendre part au local si elle arrive à être... Étant expert sur la question de décentralisation, je pense que je n'encourage aucun parti politique à boycotter les élections locales. Donc la C14 Je dis je n'encourage aucun parti politique à boycotter les élections locales. C'est cela, sans aucun autre commentaire. Alors, M. Spero, eh bien, la C14 qui programme encore des manifestations samedi prochain, est-ce qu'encore les manifestations pacifiques, publiques, sont une vraie arme pour l'opposition. C'est pour ça que j'ai dit il y a plusieurs années qu'il ne faut pas la galvauder en la multipliant exagérément. Mais n'empêche que même dans le contexte actuel, si l'opposition extra-parlementaire que constitue la C14 lance une marche et que les gens sortent, si la mobilisation est très forte, elle aura forcément un impact. Même si la C14 n'est pas à l'Assemblée, elle aura un impact aussi bien sur l'opinion nationale que sur l'opinion internationale. Ça montrerait qu'il y a encore des gens qui sont solidaires avec eux. Donc,
Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Je ne pense pas. Mais est-ce que cette stratégie-là, elle est la bonne pour la population? J'ai toujours eu, moi personnellement, j'ai toujours eu une psychose avec les manifestations, les marches au Togo, parce que malheureusement, le pouvoir reprime ces marches. L'issue n'est pas toujours pacifique. L'issue n'est pas toujours pacifique. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours peur de ça. Et que sur le plan économique, ça n'aide pas véritablement le pays, puisqu'il y a des activités qui sont entre autres bloquées. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en début d'intervention, que ce qui aurait été idéal, c'est que le pouvoir écoute l'opposition extra-parlementaire pour qu'on ne multiplie pas ces marches-là. C'est vrai qu'il y a une assemblée légale aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'opposition extra-parlementaire. Et donc, il ne faut pas négliger d'aller en négociation avec ces gens-là pour trouver Il faut régler la crise sociopolitique au Togo. Et si on ne le fait pas, je pense que l'année 2019 risque de ne pas être différente de l'année 2018. Il y aura plusieurs marches, il y aura plusieurs blocages du développement économique. Et malheureusement, c'est encore la population qui va souffrir. Une petite parenthèse, M. Spero, est-ce que la C14 aujourd'hui a la chance ou alors cette ouverture de prendre part aux élections locales si le pouvoir arrive à les organiser? Si la C14 veut prendre part aux élections locales, elle sera obligée de demander d'abord qu'on corrige encore le fichier électoral, si elle veut être conséquente avec elle-même. Qu'on fasse encore 2 ou 3 jours, une semaine, pour que les gens puissent faire les révisions des listes électorales. Ensuite, elle sera obligée de revoir le découpage des communes, parce qu'il y avait des demandes à l'époque pour dire que tel que c'est découpé là, ce n'est pas bon. Donc il faut pouvoir régler ça. Et si on fait ça maintenant, qui va présider la commission électorale? Surtout qu'il y a eu un accord entre eux pour dire il faut changer la commission électorale. Est-ce qu'ils vont aller sans que cette commission ne soit changée? S'ils veulent, si la C14 veut être conséquente avec elle-même, elle ne peut pas, dans les conditions actuelles, aller à des élections locales. Si elle y va, c'est qu'elle est en porte-à-faux avec le fait que les conditions pour les élections n'auraient pas été changées avant. Maintenant, si on change toutes ces conditions-là, je pense que c'est dans l'intérêt de la C14 elle-même d'aller à ces élections. Monsieur Bouvet, vous encouragez toujours tous les partis politiques à aller au local? Absolument, parce que c'est important. Quoi qu'on dise, vous savez, aujourd'hui, nous avons 116 communes. Vous ne mettez pas de côté les préalables posés par la C14? Les préalables sont nécessaires. Normalement, les réformes sont nécessaires pour toute la nation. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, a priori. Je crois que la partie de réforme qui pose problème, c'est le côté du président de la République, à mon avis. C'est la partie là qui est l'enjeu important, parce que les gens disent que nous ne voulons pas que l'actuel président se présente en 2020. Si vous lisez tous les tests proposés, je crois que c'est à ce niveau-là. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Ça veut dire que c'est ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que cet enjeu-là doit empêcher de participer aux élections locales? Maintenant, la question se pose, quelle sera l'institution, la CENI? Si les réformes demandées au niveau de la CENI, c'est que ne sont pas réglées et que l'opposition reste dans sa logique, ça veut dire que l'opposition va encore boycotter les élections locales. Et si la question n'est pas réglée en 2020, l'opposition risque. Est-ce que l'opposition va refuser d'aller aux élections présidentielles? Normalement, oui. Non, oui. Je crois que c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas des acteurs politiques. Maintenant, il appartient aux acteurs politiques d'analyser le contexte actuel dans lequel nous sommes pour voir est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer de stratégie. Nous ne sommes pas allés aux élections législatives. Maintenant, il y a un nouveau Parlement qui est mis en place qui est censé peut-être voter les nouveaux tests. Mais si ces tests qui seront votés ne sont pas conformes à ce que nous voulons, est-ce que cela va nous empêcher toujours de boycotter, de participer, de participer aux prochaines élections organisées par le pays? Maintenant, vous savez que quand la crise a commencé, nous, on avait quand même fait des propositions que le débat soit beaucoup plus focalisé sur les réformes électorales d'abord. C'est ça, parce que si on arrivait à régler cette question-là, je crois que ça permettait de participer aux élections normalement. Même si les tests proposés n'étaient pas trop rigoureux,
Maintenant, si les questions de réforme sont, les réformes électorales sont bien faites, ça pourra permettre à la population de se prononcer valablement. Quand vous suivez l'interview du président français, Macron, chaque fois il dit qu'il souhaiterait qu'on organise les élections pour qu'il y ait une consultation, pour que les Togolais s'expriment librement. Ça veut dire qu'il était toujours dans la logique des élections. Ça veut dire que si nous attendons même la CEDEAO, nous attendons les États de n'importe quelle puissance, je crois que personne ne viendra nous dire que demain nous voulons que celui-ci soit président, demain nous voulons que celui-ci soit député, demain nous voulons que celui-ci soit maire. Tout se passera par des élections. Maintenant que les réformes au niveau surtout du mandat présidentiel n'est pas, cette proposition n'est pas acceptée, il faudrait que l'opposition essaie d'analyser maintenant le contexte pour voir est-ce qu'il y a lieu de demander certaines choses spécifiques à faire ou bien on attend toujours les réformes en bloc avant de participer aux prochaines élections, quelle que soit la nature. Je crois que c'est la question que nous devons nous poser. Dans tous les cas, les députés à cette nouvelle Assemblée nationale promettent cette 6e législature spéciale. Vous les avez entendus tout à l'heure. Qu'elle sera particulière? En quoi? Je ne vois pas. De toutes les façons, dans les travaux. Je ne vois pas. Alors, la seule particularité, c'est qu'il n'y a pas les courants qui sont dits radicaux de l'opposition qui sont là-bas. Ceux qui sont allés, ils se qualifiaient toujours de centristes, de modérés. Et donc, peut-être ce n'est que ça qui fera que les choses iront tout naturellement selon les volontés de Winnie. Sinon, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Ce qui aurait été particulier serait par exemple qu'on nous donne les réformes, mais conformément à ce que la population attend, qu'on nous fasse les réformes aussi bien constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Est-ce que, bon, je voudrais dire, est-ce que dans le contexte actuel, on peut décider encore d'aller, d'opérer les réformes constitutionnelles par voie référendaire? C'est pas évident, tout se fera à l'Assemblée. À l'Assemblée, voilà. Donc, c'est ça. Alors que dans la recommandation CEDEAO, il était dit que s'ils ne s'entendaient pas, si les partis politiques ne s'entendaient pas au Parlement, on pouvait opérer ces réformes par voie référendaire. Pourquoi comme ils ne s'entendaient pas, pourquoi cette proposition n'a pas été respectée? Maintenant, dans le contexte actuel, c'est que tout se fera au Parlement. L'opposition à C14 est absente. Ça veut dire que ceux qui sont au Parlement feront les réformes selon ce qu'ils vont analyser, c'est tout. N'oubliez pas, il y a aussi une opposition au Parlement, l'UFC et autres. Monsieur Abou, bon, je parle de la C14, bien sûr. Votre mot de la fin. Non, mais c'est d'abord de dire aux leaders politiques, nous sommes acteurs de la société civile, nous les suivons de près, nous souhaiterons qu'il y ait un climat d'apaisement, tout ça, pour que nous puissions vraiment accompagner la dynamique de développement. Tout ce que nous disons ici, ce n'est pas pour un intérêt quelconque, ce n'est pas pour le pouvoir, mais pour que l'environnement soit favorable aux actions de développement dans l'intérêt de nos populations. Merci, M. Abouvé. Je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IJD. Merci d'avoir été des nôtres dans ce débat. Monsieur Spero, votre mot pour la fin. Mais bien avant votre mot de la fin, eh bien, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir si les députés peuvent être appelés des honorables. Bien sûr, c'est le titre qu'il leur a réservé quand même dans notre constitution. Ils sont honorables, s'il vous plaît. Eh bien, c'est cela. Monsieur Spero. Mon mot de fin serait simplement de souhaiter un bon courage à tout le peuple togolais. Parce que le courage, il nous en faut pour le travail qu'il y a à battre. Quand je vois comment les autres pays qui nous entourent se lancent dans le développement, je crois que nous devons avoir le courage de nous lancer aussi. Je voudrais également demander au chef de l'État de prendre vraiment son courage à deux mains pour faire les ouvertures qu'il faut, pour faire les propositions qu'il faut, pour prendre les décisions qu'il faut, pour que le pays soit véritablement lancé sur la démocratie, sur le développement, sur le respect des droits humains. C'est ça notre prière pour tout le peuple togolais. Que l'injustice sociale diminue, que l'impunité cesse, que la corruption cesse, que la primauté soit donnée aux droits, que la gouvernance soit opportune. Je pense que c'est les prières que nous pouvons faire pour que le chef de l'État conduise ce pays-là. Il lui reste, je crois, 2 ans pour les prochaines élections. Il peut mettre ce mandat-là qu'il avait placé sous le sceau social, il peut le mettre à profit pour que le plan social au Togo soit vraiment amélioré. La population est dans une misère extrême. Monsieur Maoulé Spero, merci. Je vous en prie. Je rappelle, vous êtes le président du CACIT, le collectif des associations de lutte contre l'impunité et la torture, au Togo. Merci d'avoir été des nôtres
toutes nos excuses. Hein. Vous avez été des dizaines à nous envoyer vos messages, vos points de vue, mais nous n'avons pas eu le temps quand même de les parcourir tous. Nous aurons le temps de revenir sur ces mêmes sujets politiques ici. Merci de nous rester toujours fidèles. La radio-télévision de ta santé vous souhaite bonne et heureuse année. Cette émission Grand Carrefour, heureuse année à vous tous. Merci, M. Mboué. Merci.